chers cadres de l'Office de la protection du citoyen, Mesdames, Messieurs, dans le cadre d'un partenariat lancé avec le Programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, à l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, l'Office de la protection du citoyen est heureux de vous compter parmi ses invités pour cette journée de réflexion se portant autour du thème « Comment garantir l'accès à la justice des victimes de violences sexuelles en Haïti ». Au seuil de cette journée de réflexion, je vous invite à vous mettre debout pour qu'ensemble nous entonnons un couplet de notre hymne national. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sang soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Pour commencer cette journée de réflexion, j'ai l'honneur de céder la parole au protecteur adjoint du citoyen pour son allocution d'ouverture. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir le protecteur adjoint du citoyen, Maître Amos Auguste. Madame la chef de l'unité gouvernance du Programme des Nations Unies pour le développement, Monsieur le directeur de cabinet du protecteur, Mesdames, Messieurs les experts du Programme des Nations Unies pour le développement, distingués, honorables magistrats, juges de paix des juridictions de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets, Mesdames, Messieurs les représentantes et représentants des organisations de la défense des droits humains, de la société civile, Mesdames, Messieurs les cadres de l'Office de la protection du citoyen, Mesdames les cadres de la police nationale d'Haïti, police communautaire, Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades, titres et qualités. Mesdames, Messieurs, au nom du protecteur du citoyen, le magistrat Jean-Wilner Morin, empêché aujourd'hui, j'ai l'honneur de prendre la parole pour lancer officiellement cet atelier de sensibilisation et d'échange avec les juges de paix, des policiers, des organisations de la société civile autour du thème « Comment garantir l'accès à la justice des victimes de violences sexuelles ». Qu'il me soit permis d'exprimer toute la reconnaissance de l'OPC au Programme des Nations Unies pour le développement qui a bien voulu soutenir une telle initiative dans le cadre, bien évidemment, des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. En effet, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui est une opportunité visant à engager une large réflexion avec des acteurs de la justice, de proximité et de la police judiciaire sur les meilleures dispositions à prendre afin de réprimer les violences faites aux femmes et aux filles qui constituent une atteinte grave aux droits humains et à la dignité humaine. Mesdames, Messieurs, face à la détérioration du climat sécuritaire du pays, les femmes et les filles de divers quartiers sont exposées davantage. L'accès à des services de prise en charge devient de plus en plus difficile. Les institutions judiciaires et policières n'ont pas pu adopter des mesures efficaces pour combattre l'impunité dont jouissent ceux impliqués dans de telles pratiques. Pour divers acteurs, la source de cette impunité peut se reposer sur plusieurs éléments clés, entre autres un cadre légal
insuffisant pour pénaliser toutes les formes de violence à l'égard des femmes. La stigmatisation sociale, la discrimination, la crainte de subir des représailles de la part des auteurs, le manque de confiance des victimes dans les institutions judiciaires et les défis structurels liés à l'incapacité de la police et de la justice pour assurer la protection des victimes de violences et responsabiliser les auteurs. En février 2019, l'OPC et CAIFAM ont déposé un mémoire à la Commission interaméricaine des droits de l'homme à l'occasion de sa 171e session. Dans ce document de plaidoyer portant sur l'impunité des violences faites aux femmes et aux filles en Haïti, ces deux entités ont attiré l'attention de la CIDH sur les obstacles à l'accès à la justice des victimes de VBG. Selon ces deux institutions, la sécurité des victimes, l'accès des victimes aux services publics, la compétence des acteurs, les aspects économiques, l'absence de programmes adéquats d'assistance juridique, le dysfonctionnement de la justice et la corruption demeurent parmi les grandes préoccupations. De plus, dans son rapport publié en octobre 2022, le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme décrit comment les gangs armés utilisent le viol, y compris le viol collectif, et d'autres formes de violence sexuelle pour répandre la peur, punir, soumettre et faire souffrir les populations locales dans le but ultime d'étendre leur zone d'influence dans toute la zone métropolitaine. Ces gangs sont en mesure de commettre des actes d'autres violations des droits de l'homme, principalement en raison de l'impunité généralisée et de la facilité d'accès aux armes. Par ailleurs, au cours des années 2022-2023, l'OPC a publié 2 rapports d'enquête thématiques réalisés respectivement dans les départements de la Grand'Anse et du Nord-Est sur les violences faites aux femmes et aux filles, avec le support du Programme des Nations Unies pour le développement à travers le financement du Programme de consolidation pour la paix. Les conclusions de ces 2 rapports d'enquête affirment que l'absence de poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs reste l'un des plus grands défis. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'affirmer que la situation s'est détériorée. Cependant, je crois fermement que notre capacité de résilience dans la documentation et la dénonciation des cas nous permettra de surmonter les obstacles dans un élan de solidarité. Voici dans quel contexte, mesdames, messieurs, se situe la réalisation de cet atelier avec vous. Enfin, l'Office de la protection du citoyen est en attente de prendre connaissance des recommandations de vos travaux en atelier dans la perspective d'un plaidoyer auprès des instances compétentes pour leur mise en œuvre. Je vous souhaite une fructueuse discussion. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le protecteur adjoint. Mesdames, Messieurs, il est désormais temps de donner la parole à un partenaire clé dans la lutte pour les droits humains et l'égalité des genres en Haïti. Le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, joue un rôle fondamental et même crucial dans l'accompagnement des initiatives locales et internationales visant à éradiquer la violence et à promouvoir le bien-être des citoyens. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Chenan Félix Désir, représentante du PNUD, pour son allocution. Mesdames, Messieurs, Madame Félix Désir. Monsieur le protecteur adjoint du citoyen, Monsieur le directeur du cabinet de l'OPC, Mesdames, Messieurs les représentants du CSPJ, Mesdames, Messieurs les membres de la magistrature assis debout, Mesdames, Messieurs les cadres de la police nationale haïtienne, police communautaire et du pôle,
Mesdames, Messieurs les responsables et cadres de l'OPC, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la défense des droits humains, Mesdames, Messieurs les journalistes de la presse écrite, parlée et en ligne, distingués invités en vos rangs, grades, titres et qualités. Permettez-moi tout d'abord, au nom du représentant résident du PNUD, de féliciter les responsables de l'Office de protection du citoyen et de la citoyenne pour l'attention prioritaire qu'ils ne cessent d'accorder à la problématique des droits de l'homme et de la femme en Haïti et plus particulièrement à la question ô combien dramatique des violences sexuelles basées sur le genre. L'organisation de cette journée de sensibilisation de la chaîne pénale autour de l'accès des femmes et des filles victimes de violences sexuelles à une justice à la fois équitable, efficace et dans un délai raisonnable, témoigne sans aucun doute de l'engagement de tous et de toutes au profit du renforcement de l'état de droit en Haïti. Pour cela, je m'en voudrais de ne pas saisir l'occasion pour féliciter chacun et chacune des magistrats, magistrates, policiers, policières qui ont bien voulu répondre présentes ce matin pour prendre part à cet atelier. Mesdames, Messieurs, à un moment où nous célébrons le 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la période des 16 jours d'activisme, la violence à l'égard des femmes et des filles continue. Selon les rapports de plusieurs agences onusiennes et organisations non gouvernementales internationales, de demeurer l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Devons-nous rappeler en effet qu'aujourd'hui encore, près d'une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles à l'échelle mondiale et que les conséquences liées à ces violences entraînent dans le monde le décès d'une femme chaque 10 minutes. Bien évidemment, avec la multiplication des facteurs de risque, tels que la prolifération des gangs armés, le délabrement du système judiciaire et la faiblesse de la police en matière de prévention et de répression de la criminalité, ces violences physiques et sexuelles ciblant les femmes et les filles se sont intensifiées depuis au moins 5 ans dans le pays, au point qu'elles sont devenues aujourd'hui, avec les phénomènes de guerre des gangs et de déplacement forcé de la population, la principale menace contre les droits humains en Haïti. À preuve, selon un rapport de l'ONG internationale Human Rights, daté de la fin du mois de novembre dernier, plus de 4000 femmes et filles mineures ont déjà déclaré être victimes de viols, notamment de viols collectifs, entre seulement janvier et octobre de cette année, soit sur une période de seulement 10 mois. Face à cette extension de ce phénomène négateur de la dignité et des droits de la femme, le moment est venu pour tous les acteurs de la chaîne pénale d'engager un dialogue multisectoriel responsable afin d'organiser une riposte diligente et efficace. Autant vous dire, Mesdames et Messieurs, l'organisation ce matin de cet atelier réunissant sous l'égide de l'OPC à la fois des magistrats et magistrates et des agents de la police judiciaire autour du thème « Comment garantir l'accès à la justice des victimes des violences sexuelles » est non seulement un processus destiné à sensibiliser les acteurs de la chaîne pénale, mais aussi un moyen dynamique pour stimuler la lutte contre l'impunité et mobiliser une stratégie répressive commune contre les violences sexuelles basées sur le genre. Aussi, comme c'est déjà le cas dans plusieurs aspects liés au renforcement du système judiciaire haïtien, le PNUD, à travers le programme d'appui à la justice et à la lutte contre l'impunité, restera toujours mobilisé et disponible pour appuyer tous les efforts des partenaires locaux visant à rétablir la confiance de la population dans le système judiciaire. Tout en vous souhaitant, à vous tous qui participez à cet atelier, une excellente journée de travail, je vous formule le vœu que vos interactions et échanges permettront d'améliorer dans le meilleur délai l'accès des victimes de violences sexuelles à une justice efficace et de qualité. Bon travail.
Merci à la représentante du PNUD, Madame Jenan Félix Désir, pour son allocution. Mesdames, Messieurs, alors que nous venons d'entendre les deux allocutions de l'Office de la protection du citoyen suivi du Programme des Nations unies pour le développement en Haïti, qui souligne l'importance de notre engagement collectif dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et la promotion des droits humains en général. À présent, il est essentiel de nous concentrer sur le cœur de notre rencontre, de cet atelier d'aujourd'hui, les objectifs et le déroulement de cet atelier de consultation. Pour nous en parler de plus en plus, j'ai le plaisir d'introduire le professeur James Boyard. Chers magistrats, chers policiers et policières, et pour rattraper le temps, je ne vais pas m'éterniser trop, je vais juste en guise d'éléments de langage qui pourront permettre aux membres des ateliers de mieux orienter leurs échanges et leurs travaux, partager avec vous certaines données relatives aux facteurs de risque qui encouragent la victimisation des femmes et des filles face aux violences sexuelles et qui, de notre côté, découragent l'accès justement à ces victimes à une justice diligente et efficace. Et bien entendu, nous avons noté dans les propos de la représentante, du représentant résident du PNUD, qu'on enregistre jusqu'à aujourd'hui et au moins une femme sur 3 victimes de violences sexuelles. Pire que cela, chaque 10 minutes, on enregistre un décès d'une femme lié à la violence, notamment violence physique. Et lorsqu'on parle de violence physique, lorsqu'on parle d'assassinat ou de féminicide, c'est ça? Le plus souvent, c'est lié aussi à des violences sexuelles. Donc, pour ne pas laisser de traces, et les auteurs de ces violences préfèrent carrément assassiner leurs victimes. Mais plus près, pour ce qui nous concerne, comme je le disais tout à l'heure, je vais insister davantage sur les facteurs de risque. Et les rapports des ONG internationales, notamment Human Rights, les rapports d'organisations de défense des droits humains en Haïti, des institutions locales, et rapportent au moins 5 grands facteurs de risque. On peut comptabiliser au moins 5 grands facteurs de risque qui pourraient expliquer pourquoi les femmes, les filles ont tendance à être victimes de violences sexuelles et qui pourraient expliquer également pourquoi les femmes et les filles, le plus souvent, n'ont pas accès ou ont un accès difficile à la justice lorsqu'elles sont victimes. Je vais d'abord énumérer ces facteurs de risque et puis je vais revenir pour insister davantage sur les explications. Évidemment, on va commencer par le poids de la culture machiste chez nous, en Haïti. Il y a également la dégradation des conditions socio-économiques des femmes. Il y a la prolifération des gangs armés, comme l'a évoqué la représentante tout à l'heure. Il y a la tradition de l'impunité. Il y a bien entendu la faiblesse de la police nationale en matière de prévention et de répression de la criminalité. Pourquoi on doit insister d'abord sur le poids de la tradition machiste? Parce que vous savez, en retour, la majorité, malheureusement, des hommes haïtiens estiment qu'ils ont le droit de dominer la femme. Et lorsqu'on parle de domination, la domination passe à travers un ensemble d'expressions. Domination qui se traduit par des violences physiques, domination qui se traduit par des violences économiques, domination qui se traduit aussi par des violences sexuelles. Pourquoi on parle de dégradation des conditions socio-économiques? Déjà, ces conditions socio-économiques sont encore plus précaires lorsque les femmes vivent un contexte de crise, pas seulement de crise sécuritaire, mais également de crise sanitaire. Si on se rappelle de la COVID-19,
où à l'époque déjà, on a noté que le chômage chez la femme est passé à 39% à l'époque, ce qui place les femmes dans une situation sociale, socio-économique et fragile. Et aujourd'hui encore, ceci à partir de 2023, si je cite un rapport de Leïla Joseph, le chômage chez les femmes s'est stabilisé à 30%. 30%, c'est extrêmement beaucoup déjà. Pourquoi? Parce que si les femmes, en termes de chômage, eh bien, le niveau de chômage est plus élevé chez la femme que chez l'homme déjà. Et sans oublier que 30%, on a estimé que 30% des femmes qui ont un travail ont vu leur temps de travail réduit. Et je parle de 2023. La prolifération des gangs armés. Quel est l'impact de la prolifération des gangs armés de manière pratique? La prolifération des gangs armés depuis 2018 a donné lieu à une féminisation de l'insécurité. Féminisation de l'insécurité qui se traduit par le fait que les femmes sont le plus souvent prises pour cible par les gangs armés, notamment dans le cadre des guerres de territoire, où les gangs armés utilisent les femmes comme butin de guerre. Donc voilà pourquoi que, dans ce contexte, on assiste davantage à des cas de viol collectif, de viol punitif. Au point qu'une organisation de défense des droits de la femme, comme par exemple SOFA, en 2022, a relevé a enregistré 200 cas de femmes victimes de viol lors d'une guerre de territoire en décembre 2022, impliquant les gangs de Katsamaroso et de Canaan et de Cité Soleil. 200 femmes victimes, je veux dire. 200 femmes victimes de viol, uniquement en décembre 2022. Vous imaginez l'ampleur de la situation. Pourquoi? Parce que les femmes sont utilisées comme butin de guerre. Plus près de nous, Human Rights rapporte que plus de 4000 femmes et filles ont déjà déclaré qu'elles ont été victimes de viol pendant une courte période de 9 mois, soit de janvier à octobre 2024. On va parler de la tradition de l'impunité. Cette tradition de l'impunité qui se traduit par une sorte d'institutionnalisation de la violence basée sur le genre, de la violence sexuelle basée sur le genre, mais par un déficit d'accès des femmes et des filles victimes de violences sexuelles. Comment s'exprime justement cette impunité? En 2022, lors de l'organisation de 10 forums départementaux organisés par le PNUD, auxquels j'ai eu la chance de participer, on a relevé certaines pratiques illicites qui découragent l'accès aux femmes victimes de violences sexuelles à la justice. Et quelles sont ces pratiques? Ce sont ces pratiques que nous souhaitons, sur lesquelles on va insister et que nous souhaitons dénoncer aujourd'hui. Et plusieurs départements sont concernés par ces pratiques. Le Cap haïtien, en fait, plusieurs grandes villes sont concernées. Le Cap haïtien, l'Artibonite, Hinche, Caille. Et quelles sont ces pratiques? Il y a d'abord la corruption, la tradition de la corruption chez certaines autorités judiciaires locales. Pour couvrir l'affaire, un juge, un commissaire du gouvernement n'hésite pas à prendre de l'argent entre les mains de l'auteur de ces violences pour ne pas poursuivre, pour dérouter la victime. Il y a la corruption. Mais il y a aussi deux autres pratiques inédites qu'on a identifiées. Il y a ce qu'on appelle la pratique d'entente à l'amiable, réalisée notamment par les ASEC, par certains ASEC, certains CASEC, d'entente à l'amiable, ces pratiques qui permettent justement aux violeurs, aux auteurs de ces violences d'échapper à la justice en acceptant de donner
un peu d'argent à la famille de la victime. Entente à l'amiable réalisée par qui? Par des autorités non judiciaires. Et comme vous le savez déjà, même s'il s'agissait d'autorités judiciaires, ces pratiques resteraient des pratiques illicites parce que le code pénal ne permet pas à des autorités judiciaires de négocier la non-poursuite des auteurs de ces violences en échange d'une somme d'argent. Il y a une troisième pratique illicite. Surtout à Hinche, c'est la pratique de production de faux diagnostics médicaux par certains médecins corrompus. On réclame aux victimes de viol, les femmes et les filles, comme premier réflexe d'aller dans un centre médical. Maintenant, il y a des médecins qui acceptent de prendre de l'argent entre les mains de certains violeurs ou de certaines autorités locales impliquées dans ces cas, en échange de quoi, eh bien, ils rédigent de faux rapports médicaux. Comme vous le savez, les agressions sexuelles, puisque ces agressions se réalisent à travers la violence, ça laisse des traces, des blessures. Eh bien, dans le rapport, le médecin estime qu'il n'y a pas lieu de parler de violence, qu'il n'y a pas lieu de parler de force, de blessure. Donc, ce qui met à l'abri le violeur. Donc, ce sont ces facteurs-là qui empêchent, qui découragent l'accès à la justice lorsque ces femmes et ces filles sont victimes de violences. Évidemment, il y a également la faiblesse de la police, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Pourquoi? Parce que il y a 80% du territoire, 80% qui est placé sous le contrôle plus ou moins effectif des gangs armés. Il y a certaines parties du territoire qui sont considérées, qui sont tellement contrôlées par les gangs armés, ces parties sont considérées comme étant des zones sanctuaires par les gangs armés. Tellement que la police et l'État n'ont aucun accès à ces zones. Donc, ce qui fait que les gangs armés profitent justement de leur pouvoir, de leur contrôle sur la population limitrophe pour exercer ces violences contre des femmes et des filles. Lorsque je parle de violences sexuelles contre les femmes et les filles, et il faut noter que le plus souvent, ces gangs armés ne font pas la différence entre des filles de 12 ans, des mineurs de 12-13 ans et des filles majeures. J'ai voulu attirer votre attention sur ces faits de manière à ce que vous teniez compte justement de l'ensemble de ces éléments de problématique pour pouvoir échanger là-dessus lors de vos interactions et dans les travaux en atelier. Donc, cet atelier, par rapport aux données que je viens d'évoquer, vous pouvez imaginer combien cet atelier ce matin est nécessaire. Un atelier portant sur des garanties d'accès des victimes de violences sexuelles à la justice. On va se prononcer, qu'il s'agisse des éléments de la police, des magistrats, quelles seraient les meilleures mesures à adopter pour favoriser, promouvoir un meilleur accès de ces victimes à la justice. Vous savez que la première mission des juges, c'est pas seulement de combattre les crimes, mais c'est d'éviter ce qu'on appelle les dénis de justice. Et à ce niveau, le juge ou la police agit à la fois en prévention, pas seulement en répression, mais aussi en prévention. Parce que lorsque les victimes sont punies, ça renvoie un signal aux auteurs
pour ne pas verser, pour ne pas recommencer, et ça renvoie un signal à d'autres qui auraient souhaité suivre la même trajectoire de ne pas s'y prêter à cela. Je disais que je n'allais pas m'éterniser. Je vous dis merci et je vous encourage à travailler et à échanger de manière constructive. Merci beaucoup. Merci au professeur James Boyer. Justement, par rapport à l'intervention du professeur Boyer, la parole est à vous, chers assistants, chers participants, participantes à cet atelier. Juste avant de passer en groupe, justement, si vous avez des questions, des réactions par rapport à son intervention, des ajouts supplémentaires au niveau des organisations, au niveau des juridictions, des ajouts par rapport à l'état criant de la situation. Donc, la parole est à vous pour des ajouts ou tout autre élément important à ajouter. Pour le moment, j'ai une question. Je voudrais un éclaircissement concernant les chiffres donnés par la représentante de PNUD et repris par le professeur Boyer. Est-ce que ce sont des statistiques internationales ou bien strictement, ce qui concerne strictement notre pays? Une femme meurt chaque, je ne me rappelle pas dans les détails du chiffre. Merci beaucoup. Je remercie le professeur Boyer. Et ma question, c'est, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que certaines mauvaises pratiques qui se font à travers les juridictions de justice, la façon dont certaines zones, si je peux dire ainsi, et traitent les questions pénales, la façon dont ça se fait à Port-au-Prince ne se fait pas dans certaines villes de province ou peut-être l'inverse. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il n'y ait pas cette forme d'uniformisation, ça donne problème aussi aux différentes questions ou infractions à traiter? Oui, dans certains cas, on peut assister à un traitement différent. Mais est-ce que ce traitement différent doit exister? Parce que c'est pour cela qu'on a un code de procédure criminelle. Alors, l'idée, c'est de dire qu'il y a certains juges, notamment des juges de proximité qu'on appelle les juges de paix, qui préfèrent privilégier la dimension de la conciliation. C'est une bonne chose. Au contraire, dans la réforme de nos codes, je pense que c'est une dynamique qui existe d'encourager justement cette orientation de la justice de proximité et la conciliation. Cependant, la conciliation ne peut pas concerner toutes les catégories d'infractions. D'accord? Surtout pas les crimes contre les personnes, et les violences sexuelles contre les femmes, voire des filles mineures. Donc on doit lutter contre cela, parce que ces pratiques sont des pratiques illicites et elles-mêmes sont des violations du code pénal. Maintenant, par rapport aux sources, oui, ce sont des sources consacrées, parce que j'ai aussi noté les statistiques, les données du représentant, en fait, de la représentante du représentant résident. Et je partage effectivement ces sources parce que ce sont des données d'institutions internationales telles que ONU Femmes, d'accord? Et ce sont des données qui sont partagées aussi par des organisations de protection des droits de la femme, par exemple les données de SOFA, qui sont des données consultables sur le net. J'aimerais intervenir sur des cas de dysfonctionnement, au niveau même de la justice, qui empêchent aux victimes d'avoir accès. Par exemple, il y a les mauvaises pratiques dans les tribunaux, dans les cours des tribunaux, et même au niveau de la police.
quand une femme victime de viol, quand elle arrive, maintenant même la réception au niveau des tribunaux, d'une cour ou de la police, l'empêche d'avancer dans la procédure. Ou encore, cette personne-là pourrait se sentir victime une nouvelle fois. Nous avons beaucoup de cas dans la juridiction de Port-au-Prince où quand les femmes arrivent, ces femmes-là sont tellement mal accueillies, c'est comme quoi elles sont en train d'être reviolées à nouveau. Et nous avons des cas où nous avons porté plainte. Le ministère de la Justice avait réagi et malgré tout, ces personnes continuent à fonctionner dans le système judiciaire comme étant des magistrats. Il y a aussi la grève à répétition. Porter plainte, des fois, les parquets sont en grève. La justice haïtienne est en perpétuelle grève. Comment une personne peut avoir accès à la justice pendant que ce système ne fonctionne jamais? J'ai deux questions. Et la première est comment les femmes et filles handicapées pourront accéder à la justice après avoir subi un acte sexuel? OK, un acte sexuel. Et deuxièmement, la question suivante, c'est que est-ce qu'elles seront en mesure de trouver la santé ou bien les choses médicales après avoir subi des actes sexuels? Est-ce qu'elles seront en mesure de se sentir en sécurité dans notre pays? Vraiment, est-ce que les personnes là qui sont des médecins en Haïti, est-ce qu'ils utilisent des méthodes ou bien des pratiques pour mettre en sécurité les personnes à mobilité réduite? C'est un sujet complexe. D'abord, on parle de nos sœurs, nos mères, nos femmes, nos filles, et de surcroît. Mais le sujet est d'autant plus complexe qu'il est entremêlé avec une question de justice. Parce que là, il faut être prudent lorsqu'on est dans ce secteur. Parce que ce secteur a aussi ses règles. Et pour le moment, je vais me taire sur des réactions, sur des fois, pas fantaisie, sur de l'émotion, ce que ça peut causer dans la justice. Mais je voudrais une clarification. Je ne sais pas si mon prédécesseur, il appartient aux organisations de droits humains, il a utilisé le concept de mal accueilli par des magistrats. Je voudrais qu'il caractérise un peu cet accueil qu'il trouve mal. Parce que le juge ou bien le magistrat, peut-être c'est au parquet, que la plaignante, le juge ou le magistrat, qu'il soit assis ou debout, au début de la procédure, il n'a pas une victime devant son carré ou bien dans son bureau. C'est une plaignante. C'est une plaignante. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que ça a entraîné dans le monde des erreurs judiciaires catastrophiques. Donc, tout comme on défend les droits des femmes, et c'est bien, et j'y souscris, mais il faut aussi défendre l'intégrité de la justice. Donc, je ne sais pas comment un juge peut... Qu'est-ce que ça veut dire, un juge n'accueille pas bien une plaignante? Est-ce qu'accueillir la plaignante bien, ce serait de condamner l'accusé avant même les procédures et la précaution procédurale et autres nécessaires? Les violences basées sur le genre sont des crimes particuliers qui méritent un traitement particulier. Une femme victime de violences basées sur le genre a une manière d'être reçue devant un magistrat ou n'importe quel fonctionnaire. Comment une femme
victime de violence et cette femme est exposée encore devant un public. Généralement, on pose des questions à cette femme, c'est comme quoi cette femme est coupable d'être violée à nouveau. Il y a une manière pour les magistrats et les fonctionnaires de l'État de procéder pour le traitement de ces cas. C'est là, le magistrat par exemple, quelqu'un qui est devant une autorité policière ou judiciaire, qui se présente comme étant victime, tant au parquet qu'au niveau de la police, maintenant on a affaire à une victime. On ne peut pas, vous n'êtes pas l'avocat de l'autre partie pour dire, voilà, on doit éviter, il y a une manière de le faire. Là, c'est là que ça c'est une source de préoccupation et c'est un obstacle aussi pour l'accès à la justice des personnes victimes. Ce problème ne touche pas uniquement la justice. Et on est témoin aussi que ce problème existe et malheureusement encore au niveau de la police, au niveau des services d'enquête, des services de plainte, tout simplement parce que c'est la majorité des Haïtiens, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lié au poids de notre mentalité machiste, où une femme victime de violences sexuelles s'inscrit dans une logique de double victimisation. De double victimisation où lorsque la femme est reçue par une autorité policière ou judiciaire, on a l'impression que dans les questions, la façon de s'adresser à la victime, et on essaye de punir, de sanctionner la victime du fait qu'elle s'est habillée de cette façon, du fait qu'elle a été à tel endroit à une heure aussi tardive. C'est de ça dont il s'agit. Et il y a aussi le problème, le déficit de langage spécialisé et dont fait preuve certaines autorités policières et judiciaires. Et je parle du concept de l'intersectionnalité. Ce n'est pas un concept auquel on est très habitué, mais la culture de l'intersectionnalité permet justement à l'individu de développer des éléments de langage spéciaux par rapport à la catégorie spéciale et la catégorie sociale spéciale avec lequel la personne interagit. Par exemple, il y a des éléments de langage qu'on doit éviter par rapport à une personne à mobilité réduite. Il y a des éléments de langage qu'on doit éviter par rapport à une victime de violence sexuelle. C'est de ça dont il est question et malheureusement, on n'a pas cette culture chez nous. Je sais qu'il y a des efforts qui ont été entrepris dans le temps et de permettre à certains substituts ou commissaires de gouvernement de disposer d'une formation spécialisée pour mieux traiter ces cas. Et c'était pareil aussi au niveau de la police. Vous voyez, c'est pour cela déjà que la police s'est dotée d'un service d'enquête et uniquement orienté vers la répression des crimes sexuels. Donc, question m'a posée intervenant, c'est que n'a parlé de justice pour les femmes qui subissent viol ou bien comment ils ont accès avec justice. Et moi, j'ai tendu dans l'intervention tout, quand on a parlé de gang qui, eh bien, on nous dit couvrir 80% territoire national là. Et là, nous sommes capables de comprendre que, à cause de violence là, qui fait ravage, un peu de monde déplacé à l'encan. Et vu, bon là, nous venons regarder nous que filles viennent vraiment vulnérables par rapport ensemble avec, mais gens vivent dans le camp. Mais nous sommes capables de constater que des filles dans le camp qui ont subi des viols. OK? Et nous sommes capables de constater tout, gang n'est pas vraiment capable d'appréhender par la police ou bien instance qui concerne eux. Comment une fille qui est violée par un gang est capable, et on nous dit pour la jeune justice, vu que nous, la situation a évolué et par rapport avec l'insécurité à Cap-Vallée. Monsieur Boyer, j'ai une question à plusieurs volets. Vous venez d'évoquer les éléments de problématique tels que la corruption, la pratique d'entente à l'amiable faite par des autorités non judiciaires, faute
diagnostic des soins médicaux. Faiblesse de la PNH. Quel serait le rôle de la PNH, le rôle des agents dans des situations? Est-ce un problème de la PNH ou de l'État? Puisqu'il y a l'État haïtien, il y a la PNH. Merci. Oui, évidemment, il y a non seulement 80% du territoire théoriquement qui est contrôlé par les gangs, dont une bonne partie n'est pas accessible à la police, voire à l'État, sans oublier il y a les femmes et les filles qui vivent en proximité dans les camps sont aussi pour certaines victimes de ces violences sexuelles. Maintenant, à chaque fois que ces infractions se produisent, et que ces infractions se produisent dans un espace territorial accessible aux forces de l'ordre ou non accessible aux forces de l'ordre, l'idée c'est de documenter ces informations. Parce que c'est comme cela qu'on agit même dans les pays en guerre. Ce n'est pas parce que le pays est en guerre que la loi cesse d'exister. La justice, par exemple, peut ne pas avoir la capacité d'agir de manière diligente dans un contexte donné. Mais les données, les informations seront toujours utiles pour les juges, pour les autorités judiciaires et policières pour pouvoir intervenir le cas échéant, au moment opportun pour poursuivre les auteurs. Ce qu'il faut, c'est de documenter les cas. C'est de continuer à documenter les cas. Voilà pourquoi les organisations de défense des droits humains ont un rôle extraordinaire à jouer en ce sens-là, dans le sens de s'informer et de documenter ces cas de manière à pouvoir permettre à la justice et à la police d'agir le moment venu. Maintenant, par rapport aux facteurs de risque que j'ai évoqués tout à l'heure, vous avez effectivement compris que parmi ces facteurs de risque, il y a des facteurs de risque structurels, il y a des facteurs de risque innovants, et on va dire plus conjoncturels. Et parmi ces facteurs de risque, il y a certaines ne dépendent pas des autorités judiciaires, voire des autorités policières, évidemment, sur lesquelles ces autorités ne pourraient pas réagir au premier chef. Mais ce n'est pas une raison pour ignorer ces facteurs de risque. Vous ne pouvez pas ignorer ces facteurs de risque, surtout lorsqu'il s'agit de développer des éléments d'action, des parades d'action contre ce phénomène. Il faut intégrer ces facteurs de risque dans ce qu'on appelle l'analyse de risque multidimensionnel, de pouvoir définir un ensemble de mesures à adopter. Et ces mesures, parmi ces mesures, certaines pourront dépendre directement de vous-même comme autorité policière, comme autorité judiciaire, mais certaines mesures pourraient dépendre d'autres secteurs. Donc c'est à vous de faire la recommandation. Merci. C'est ce qu'on appelle la planification opérationnelle dans le cadre d'une politique publique. Nous avons posé les bases des discussions à travers les échanges et questions posées. Et si on devait poser des questions, commenter et réagir sur la question des violences faites aux femmes et aux filles, donc je pense que la journée ne suffirait pas parce que l'augmentation est plus que visible dans notre société à travers la question des violences des gangs armés. Maintenant, nous allons passer la parole à une personne qui est avec nous, c'est Maître Gerline Résidor, qui est la coordonnatrice de CRIFOM Haïti, qui est également avocate et qui aujourd'hui va poser l'ensemble des réflexions qu'on vient d'avoir, mais maintenant va les positionner, va les canaliser pour nous permettre d'aller en atelier et d'aller réfléchir sur des thématiques clés par rapport à la problématique de l'accès à la justice des victimes de violences sexuelles en Haïti. Donc, notre facilitatrice, Gerline Résidor, sur vos applaudissements. Comme elle l'a si bien dit, mon nom c'est Gerline Résidor. Je suis la représentante d'une organisation de défense des droits des femmes, CRIFOM Haïti, CRIFA, et je suis également élève avocate au barreau de Port-au-Prince. Donc, nous tenons à féliciter du coup toutes les personnes qui ont fait leur présentation à cette grande activité qui marque la
la journée internationale et des droits des femmes dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes. Donc, nous félicitons l'OPC d'avoir pensé à organiser cette si noble activité en cette circonstance. Donc, nous allons passer tout de suite en travail d'atelier. Donc, nous allons constituer 4 groupes. Donc, le premier groupe, c'est pour les OSC. Donc, nous allons constituer 4 tables. Donc, 4 tables avec 4 sujets. Nous allons travailler sur 4 sujets différents. Le premier sujet, c'est action de plaidoyer des OSC visant à garantir l'accès à la justice aux victimes de violences sexuelles. Donc, c'est pour les organisations de la société civile, c'est pour une table. Donc, la deuxième table, c'est le rôle du système judiciaire dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. C'est pour la justice. Nous avons constitué une autre table, la justice, nous allons travailler sur la justice. Et nous avons un troisième groupe qui va travailler sur le rôle de la PNH visant à prévenir la violence faite aux femmes et aux filles. Maintenant, c'est pour la PNH. Donc, le dernier groupe va travailler sur la proposition de réforme institutionnelle et législative visant à prévenir la violence faite aux femmes et aux filles. Donc, ce sont les responsables de l'OPC, ou du moins les agents de l'OPC qui vont travailler sur ce sujet. Donc, après, nous aurons seulement 20 minutes pour échanger, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain, vous connaissez bien la réalité. Vous avez 20 minutes pour échanger entre vous. Et ensuite, après les 20 minutes, chaque groupe aura 5 minutes pour leur présentation. Donc, vous allez désigner quelqu'un dans le groupe, un rapporteur qui va passer par devant pour présenter le travail du groupe. Donc, merci. Vous avez chaque table a 5 minutes pour leur présentation. 4 groupes. C'est la PNH, c'est OSC, les organisations de la société civile, la justice et l'OPC. C'est-à-dire, un groupe va travailler sur le premier sujet qui a rapport avec la PNH. Un autre groupe constitue des organisations de la société civile ou du moins des organisations de femmes qui va travailler sur le deuxième sujet. Et l'autre groupe va travailler sur la justice. Et le dernier groupe va travailler, c'est l'OPC qui va travailler sur la proposition de réforme institutionnelle et législative, disons le 4e sujet. Je suis Maria Descadet, membre de la SOFEJ et du Caravane Femmes pour Changement. Et je représente le groupe 1, le groupe des organisations de la société civile. Et nous avons travaillé sur le sujet 1 qui est l'action de plaidoyer des organisations de la société civile visant à garantir l'accès à la justice aux victimes de violences sexuelles. Comme premier point, nous avons travaillé sur la sensibilisation et la vulgarisation. Lorsqu'on parle de sensibilisation en matière de plaidoyer, on voit sensibiliser à travers des émissions, à travers des campagnes, sur non seulement sensibiliser les acteurs des institutions, et également sensibiliser la population en matière de violence sexuelle. Ensuite, le renforcement des capacités institutionnelles. Travailler avec les acteurs judiciaires et sécuritaires, formation, organiser des ateliers de formation sur les violences basées sur le genre
aider les acteurs clés du système judiciaire et les former sur comment écouter les victimes et sur l'application des lois pertinentes. Fort souvent, dans les commissariats, dans les tribunaux, etc., lorsque les femmes ou les filles sont victimes de violences, elles sont mal accueillies ou encore elles sont exposées à des questions banales sur les violences auxquelles elles ont été victimes. Donc, nous avons jugé que c'est extrêmement important de renforcer les capacités institutionnelles. Ensuite, nous avons travaillé également sur l'accompagnement et l'assistance juridique. L'accompagnement et assistance juridique, et lorsqu'on voit accompagnement et assistance juridique, depuis la dénonciation de la violence jusqu'au tribunal, la victime devrait être accompagnée. Donc, dans les commissariats, les services également doivent être gratuits. Lorsque la victime va soit dans un commissariat ou bien à l'hôpital pour faire un certificat médical, tous les services doivent être gratuits. Et on continue avec la sécurité de la victime. Et lorsque la victime, c'est la raison pour laquelle on a dit tous les services doivent être gratuits. Et si une victime va porter plainte pour un viol qu'elle a subi, elle doit être en sécurité. Elle doit se sentir en sécurité depuis la dénonciation jusqu'au tribunal. Parce que, fort souvent, victime yo kon final porter plainte dans le tribunal yo, et puis, non seulement dans le tribunal, dans le commissariat, depuis le commissariat jusqu'à le tribunal là, parfois on gagne des pots de vin qui a bail jusqu'à ce que droit victime violer une deuxième fois. Victime li vient violer une deuxième fois. Donc, il faut que victime lui-même lui sentir en sécurité et puis il faut que l'institution qui l'a garantit sécurité victime. Si je final porter plainte parce que yo violé, pour moi pas victime de yon l'autre viol ou bien yon l'autre préjudice, etc. Ensuite, exiger l'application des lois. Et le gouvernement ou encore les institutions judiciaires et sécuritaires, nous, les membres, nous, les organisations de la société civile, nous avons le devoir d'exiger l'application des lois. Parfois, loi là, nous pas connaissons parce que yo pas appliqué. Les gens victimes, yon fille ou bien yon petite fille victime de viol, les arrivent dans un commissariat ou bien dans un tribunal, li al porter plainte. Non seulement yo mal recevoir victime par rapport avec une série de questions la poser. Moi-même personnellement, j'étais témoin de un cas. Côté que victime n'a arrivé dans le commissariat la porter plainte. Première question yo posé, est-ce que li pas fait al-6? Deuxième question, qui rate qui te sous lui? Est-ce que c'est pas ton petit bout de jupe li te mette? Qui ça t'a fait dans zone ça dans le ça? C'est extrêmement important dans le cadre d'un plaidoyer pour nous mêmes organisations civiles là, nous faire formation pour acteurs pour nous apprendre qui gens pour poser questions yo face avec victimes et puis assurer victimes tout en sécurité, yo libre pour exprimer pour dénoncer toute viol que vous subissez. Ensuite, prise en charge effective des victimes. Lorsque victime yo allé dans le tribunal, dans le commissariat ou bien yo allé à l'hôpital, parfois quand c'était temps yo gagné pour dénoncer ou bien pour porter plainte, pour joindre faire suivi, parfois temps qu'on écoulé tellement yo fait monter descendre par-ci par-là. Ou arriver dans le tribunal là, yo dit que c'est certificat médical là vous gagner. L'arriver à l'hôpital là, pour un paquet de temps délai pour faire certificat médical là, il est passé, il est écoulé jusqu'à ce que dans leur vin de certificat médical là, il pas utile loin. Ou bien tout l'arrivée, yo mande faut qu'on gagne 1000 gouttes pour faire certificat médical là et que
ou pensez que c'est un service qui est gratuit et vous dit service gratuit, ça vient rendre que ou pas un certificat et ou pas capable de faire l'autre suivi. Et nous-mêmes, dans l'organisation de la société civile, nous estimons que l'important pour application loi faite dans les normes et les principes, Jean Satadouye. Et ensuite, combattre l'impunité en matière de violence sexuelle en exigeant les juridictions et à publier des rapports annuels des décisions rendues en la matière. Et combattre l'impunité, même lorsque, dans le cas des femmes, des filles victimes de violences sexuelles et de la part des gangs armés, il est extrêmement difficile dans le cas ça pour nous dire que l'impunité, ça va combattre face avec la situation que le pays a connue dans les derniers moments. Mais si victime a porté plainte pour un partenaire ou bien un monde qui est dans l'entourage et que il y a possibilité pour le système judiciaire de faire travail, nous-mêmes dans la société, organisation de la société civile, nous exigeons que texte de loi entre en application et que viol actes ne pas arrêté impunis. Et toujours dans le combat de l'impunité, nous, elle a donné tout. Et lorsque mon final porte plainte, fille a final dénoncé ces actes-là, ce n'est pas seulement suivi médical ou bien suivi psychologique qui peut faire suivi judiciaire, il faut qu'il assuré. Pas seulement prendre un dossier dans mes moun, prendre doléance et puis pour s'arrêter là, mais nous devons, en tant qu'acteurs clés des organisations qui l'a pour ça, des organisations judiciaires, l'important pour nous veiller à ce que victimes joignent justice. Ensuite, la prise en charge médicale et psychologique. Oui, prise en charge médicale et psychologique. Et souvent, victimes plus ou moins fait suivi médical, aller dans l'hôpital, faire certificat, etc. Mais psychologiquement, prise en charge n'est pas faite. C'est ça que fait nous-mêmes dans l'organisation de la société civile. Nous te dit, est-ce que dans le commissariat, et sans cellule qui l'a vraiment pour accompagner les victimes, est-ce que n'y a pas qu'à mettre des psychologues, travailleurs sociaux qui l'a pour travailler avec victimes? Toujours dans le cadre de prise en charge, et nous estimons tout, tu as supposé gagner une brigade d'intervention au niveau de la police judiciaire pour gérer la question. Et si nous exigeons tout pour faire travail comme ça doit. Merci. Ok, maintenant nous faisons place au groupe 2 qui avait travaillé sur le deuxième sujet, le rôle du système judiciaire dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Je suis magistrat Abner Eugène, juge au tribunal de paix de Carrefour. Alors, le sujet qui a été proposé au groupe 2 est le suivant. Je vous donne lecture rapidement. Rôle du système judiciaire dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Pour aborder ce sujet, nous avons préparé un plan parce que nous sommes des techniciens du droit. D'abord, nous procédons ainsi. Les modes de saisine des magistrats en matière de violences sexuelles faites aux femmes et aux filles. La première démarche procédurale, c'est la plainte de la victime. La deuxième, c'est le rapport de police. La troisième, c'est la dénonciation. Deuxième point, il y a le traitement des dossiers relatifs aux femmes et aux filles victimes. D'abord, dans ce point, on mentionne la recevabilité. Dans la recevabilité, on doit voir au prime abord l'accueil de la victime,
Deuxièmement, l'audition. Troisièmement, la réquisition médicale, ce qui va donner lieu à l'existence d'un certificat médical. Puis il y a l'enquête. Et ensuite, il y a le mandat d'amener s'il y a lieu. Deux, comme on l'avait mentionné au premier point, le rapport de police. Il y a ensuite le déferment du dossier au parquet dans le délai légal. Le juge qui joue le rôle de l'OPJ, officier de police judiciaire, doit préparer l'information préliminaire. Quatrième point, les problèmes confrontés par les juges lors du traitement des dossiers. D'abord, il peut y avoir des problèmes techniques. Manque de formation de certains magistrats. Manque de matériel. Point 5, il y a le problème extérieur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, dans le pays, bon nombre de tribunaux de paix sont fermés. Et ils sont fermés, vous savez pourquoi. Point 6, les solutions proposées pour les plaignants. Parce que dans le cadre de notre réflexion sur le sujet, nous avons placé le plaignant au centre de nos analyses. Création d'une structure intégrée au profit des victimes de violences. Suivi d'accompagnement psychologique, médical, etc. Septième point, les solutions proposées pour les acteurs judiciaires. D'abord, on préconise le renforcement de la capacité des acteurs judiciaires et ce renforcement de capacité doit se faire par la formation et ensuite il y a les techniques d'enquête. Approvisionnement des matériels adéquats dans le cadre du traitement des dossiers. Maintenant, pour conclure, pour que les acteurs judiciaires du système judiciaire puissent lutter avec efficacité et efficience dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles, il serait de bon ton, premièrement, de poursuivre les délinquants, deuxièmement, d'organiser des audiences correctionnelles et criminelles de façon régulière, troisièmement, d'appliquer la loi et enfin, de rendre des jugements dans le délai imparti. Je vous remercie. Nous remercions le travail réalisé par le groupe 2. Maintenant, c'est bien le tour du groupe 3 autour du sujet « Rôle de la PNH visant à prévenir la violence faite aux femmes et aux filles ». C'est qui rôle la police doit jouer pour capable faire prévention contre la violence qu'a faite sous femmes actives. Ça pas nous t'ai réfléchi et nous t'ai joint une réponse ça. Parmi les réponses que nous joignons, premièrement, c'est faire formation initiale et formation continue pour la police. Ça veut dire que dans l'école police, les que les policiers sont rentrés pour avoir un module spécial qui traite sur ça. Et puis, tout au long de carrière policier, pour être capable de joindre de formation sur même thématique là, qui toujours sur rythme. Deuxième solution, c'est renforcer la relation de la police là avec la communauté. Parce que, en pile fois, la police là, en relation pas bon avec la communauté, ça qui va permettre que
il fait prévention ça. Il fait prévention crime et notamment crime qui basé sur violence sexuelle. Ensuite, c'est pour la police là, des campagnes de sensibilisation. Campagne de sensibilisation pour la police là, même gens dans la police là, gain de sport allo la police et nous croyons que faut que tu de sport qui a circulé dans toute communauté, dans pile radio, pas seulement dans Port-au-Prince, sous question qui a un rapport violence sous forme active. Et faut que tu tout, ça nous a une augmentation femmes en dans police là. Pour qui ça? Et violence qui basée, violence qui fait sous forme active, c'est des infractions qui demandent en pile attention et en pile fois, mesdames, yo plus à l'aise que capable de parler devant propre femme pareil, il est plus important dans la police là, pour être capable de gagner plus de femmes qui formées sous thématique ça, là que yo capable d'aborder la communauté, sensibiliser la communauté sur question ça, et pour capable prévenir crime qu'a fait sous forme active, crime sexuel. Faut que tu aies ça une politique zéro tolérance sous question et violence qu'a fait sous forme active. L'on parle de politique zéro tolérance là, nous dit faut que tu aies dans tout commissariat, sous-commissariat, antenne et tout espace la police a géré pour tu aies un code de conduite qui affiche clairement question ça qui c'est zéro tolérance. Pour zéro tolérance ça pour appliquer non seulement dans mi-temps communauté mais pour appliquer tout en dans la police nationale là parce que dans même police là gain femmes cap victimes de violences qui basées sur le genre. Nous dit que faut que la police là soit présente sur tout territoire parce que la police là si la police là pas présente sur tout territoire pas gagner santarelé prévention parce que si la police là pas exister sur territoire et bien comment lui-même n'a pas fait prévention. Faut que tu gagné yo t'a créé une cellule d'urgence en dedans police pour zone pour territoire perdu. Territoire perdu, faut que la police là lui-même l'État créé des antennes, des espaces bien déterminés pour monde qui victime pour femmes actives qui victime dans l'espace territoire perdu pour être capable de porter plainte. Par exemple, nous avons quoi des bouquets, nous avons mortissant, il faut que tu aies des espaces bien déterminés pour nous connaître qui côté, les gens qui victime, comme la police pas présente là, qui côté, non l'autre côté, ils sont capables d'aller porter plainte. Nous dit tout, il faut que la police là, t'a mené une grosse bataille dans la question corruption, la CAILI même. Parce que si pas une bataille contre corruption qui fait dans la police là même, eh bien, tout ça n'a pas parlé là, c'est laver main souiller à terre parce que faut que la police là lui-même a commencé montrer population, montrer depuis dans la CAILI, lui-même question ça, lui pas tolérer la combattre. C'est des réactions groupe PAMNA. Un grand merci avec le représentant du groupe 3. Maintenant, nous allons clôturer la séance de restitution avec le dernier groupe qui est le groupe 4 qui avait travaillé sur le dernier sujet, proposition de réforme institutionnelle et législative visant à prévenir la violence faite aux femmes et aux filles. Nous sommes le groupe 4. Nous avons travaillé sur le sujet 4. Il était question de proposer des réformes institutionnelles et législatives visant à prévenir la violence faite aux femmes et aux filles. Donc, nous étions 10 personnes environ à travailler sur ce sujet-là. Comme réforme institutionnelle, ce que nous avons proposé, c'était d'abord d'encourager le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes à remplir correctement sa mission dans les autres départements. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que nous remarquons que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes est présent dans le département de l'Ouest là, et nous remarquons qu'il y a un pile femmes rurales qui pas touchées, qui victimes
dans la zone Sahel et qui n'ont pas accès à la justice malheureusement. Deuxièmement, nous avons proposé de créer une cellule, Brigade de protection de la femme et des mineurs, au sein de la PNH, Police nationale d'Haïti. Parce que nous, dans la police, là, il y a plus un accent qui mettait sous mineurs, petits filles, et petits garçons. Donc, étant donné que réforme, c'est pour proposer, question, c'était pour proposer réforme pour ni femmes, ni filles. Donc, nous proposons pour ta gagner de préférence une brigade de protection de la femme et des mineurs. Ensuite, pour l'OPC, donc, nous proposons pour mettre une coordination de genre dans l'Office de protection citoyenne. Une coordination de genre, c'est ça. Et puis, en dernier lieu, nous avons proposé à ce qu'on s'assure que les recommandations faites aujourd'hui, durant cet atelier, soient prises en charge. À ce que l'année prochaine, dans le cadre de 16 jours d'activisme, s'il y a des propositions qui sont bien pour faire, que ça qui était fait aujourd'hui, là, pas répéter encore l'année prochaine. Pour les propositions de réforme législative, nous avons proposé de réviser, d'harmoniser les lois. Par exemple, ensemble, nous avons vu que le viol n'est pas défini légalement dans le code pénal. Deuxièmement, nous avons proposé d'avoir un cadre numérique, légal numérique en matière de violence basée sur le genre. Par exemple, un monde qui est victime de cybercriminalité, vraiment pas gagné un cadre légal sur ça. Donc, les victimes, c'est vrai, mais il n'est pas capable de plainte. Ensuite, troisièmement, prioriser la scientificité des preuves dans les cas de violence basée sur le genre. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que il y a des gens qui sont victimes de viol, donc il y a un certificat médical qui prouve que le victime, mais il est mieux si tu as des moyens qui prouvent qui est qui victime, qui est qui agresseur. Par exemple, est-ce que tu as des moyens pour garder, est-ce que, par exemple, si c'est sperme un tel que joigne homme sous survivant là, etc. Donc, il est mieux que qu'on y a là, il prioriser scientificité preuve dans le cas de violence basée sur le genre. Ensuite, nous avons proposé à ce qu'on crée un fichier national de prédateurs sexuels. Cinquièmement, d'exiger le parquet à saisir obligatoirement la juridiction compétente en matière de violence basée sur le genre. Et en dernier lieu, de sanctionner les magistrats des tribunaux de paix traitant des dossiers criminels, les dossiers de viol spécialement. En gros, c'était ça. Merci. Nous remercions grandement tous ceux et toutes celles qui ont participé aux séances de restitution. Donc, nous prenons à cœur vos recommandations. Maintenant, nous sommes presque arrivés à la fin de cette journée d'atelier. Donc, pour ce faire, nous passons le micro avec Madame Esther. Nous venons de clore la deuxième partie de cette journée de réflexion, qui était justement le travail en atelier, dont nous avons eu la restitution des différents groupes, à savoir sur les questions de plaidoyer des OSC pour garantir l'accès à la justice aux victimes de violences sexuelles, le rôle du système judiciaire dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles, le rôle de la PNH visant à prévenir la violence faite aux femmes et aux filles, et la proposition de réforme institutionnelle et législative visant à prévenir les violences faites aux femmes et aux filles. De ces recommandations, nous pouvons en soutenir et en retirer quelques-unes. Nous avons eu des recommandations de sensibilisation, de formation de la part des OSC. Nous avons eu des recommandations d'accès à la justice pour les personnes dans les zones reculées. Nous avons eu des recommandations de formation initiale et continue sur des thématiques liées aux violences basées sur le genre pour la PNH, renforcement des relations de confiance entre la population et la PNH, des campagnes de sensibilisation par la PNH et de combattre la corruption au sein même de cette entité qu'est la PNH.
Et en dernier lieu, en termes de recommandations, nous pouvons également en retenir les réformes comme comment harmoniser davantage les lois, redéfinir la question de viol en Haïti dans notre législation et avoir également un cadre légal numérique en matière de violence basée sur le genre et prioriser la scientificité des preuves. Tel était l'ensemble des recommandations qui ont été faites par les groupes ici présents. Donc justement, nous sommes arrivés au terme de cette journée de réflexion. Comme c'était dit dans les allocutions d'ouverture, cette journée se réalise dans le cadre d'un projet conjoint entre l'Office de la protection du citoyen et le PNUD. Et pour clore cette journée, nous avons l'honneur d'appeler notre directeur de cabinet pour les mots de la fin. Mesdames, Messieurs, je vous invite à accueillir le directeur Jude Jean-Pierre. Monsieur le protecteur adjoint, Maître Amos Auguste, Madame Elvaris, cadre du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, distingués magistrats, assis et debout, représentants des organisations de la société civile, cadres de l'OPC, travailleurs de la presse. Par ma voix, l'OPC tient à adresser ses remerciements, notamment aux responsables du Programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, pour sa contribution très significative, mais surtout la qualité de ce partenariat qui a rendu possible la réalisation de cette activité. L'OPC se réjouit d'avoir la participation de tous ces acteurs, justice, police, OSC, la presse, à cette grande journée de travail, de production, mais surtout de réflexion autour de cette thématique, comment garantir l'accès à la justice des victimes de violences, surtout de violences sexuelles. Et l'OPC espère, au-delà de cette activité, approfondir et poursuivre cette discussion visant à garantir et à faciliter l'accès à la justice pour toutes les citoyennes et les citoyens, pour toutes les victimes de violences, notamment celles victimes de violences sexuelles. Je ne vais pas finir par remercier chauffeur OPC, messager, administration OPC, caméraman, photographe, parce que derrière la réalisation de l'activité, ça, il y a un pile main qui mettait pour que le réussisse. Dans ce sens, moi, je voulais saluer toute l'équipe de direction promotion, Maître Etienne, Fadia, Martial, Sonel, tout l'autre monde qui est dans le secrétariat, qui t'a aidé à réaliser ça. Non, non, protecteur citoyen qui empêchait, qui parlementaire, qui était demandé protecteur adjoint pour tes paroles liées, moi, je pense que collaboration au PC avec le secteur judiciaire, là, la police, organisation société civile, la presse, libéral, renforcer davantage et atelier ça, c'est un bon prétexte pour que nous pérenniser et consolider le rapport interinstitutionnel. Merci et moi je pense tout de suite après le protocole a dirigé nous vers lunch qui prévoit dans ces circonstances. Moi je souhaite nous toutes bonne route que vous bénisse.